Alors j'invite Hélène Timochkine à nous rejoindre, ainsi que les intervenants de la première table ronde. S'il vous plaît, venez me rejoindre. Pierre Bentata qui peut s'installer à côté de moi. Stéphano Adamo, Renaud Bellé. Voilà. Alors je vous présente juste rapidement, beaucoup de choses viennent déjà d'être dites, rapidement le déroulement de l'après-midi. Donc Hélène Timochkine va nous faire un cadrage du sujet. Et puis nous entrerons dans les tables rondes, deux tables rondes, l'une qui portera sur la valorisation des médicaments en Europe, et puis, la valorisation des médicaments, et puis dans la deuxième table ronde, des exemples européens. Alors au milieu, on aura d'une part une pause, mais surtout des prises de position un peu plus politiques que Jérôme Bouillet a évoquées, donc on reviendra un peu plus en détail. Nous avons la présence de Bart Vermeulen du ministère belge de la Santé, des Affaires publiques, des Affaires sociales, et puis donc monsieur Rémi Petitot qui est là au nom de Françoise Grossetête, l'eurodéputée européenne, voilà, spécialiste de ces questions d'innovation médicale et de santé. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Hélène Timochkine. Merci. Bonjour à tous. Contrairement à ce qu'on entend parfois dans la presse ou dans la rue, pas dans cette salle, l'industrie pharmaceutique ne traverse pas de crise majeure de l'innovation. Quand on regarde les chiffres, ça va faire un peu de temps avec ce qui vient d'être dit. En 2015, avec les records pour la mise sur le marché de nouveaux médicaments, l'Agence européenne du médicament a approuvé 93 produits, donc près de la moitié contenaient des substances actives innovantes, des nouvelles substances actives. Et l'année 2015 a été l'année record aux États-Unis, où la FDA américaine a approuvé 45 produits cette année-là. Et si on regarde uniquement les médicaments contre le cancer, qui représentent à peu près un tiers des médicaments innovants digérés sur le marché, on voit clairement que la tendance est à une augmentation du nombre de nouveaux médicaments approuvés. Le flot d'innovation n'est donc pas à l'arrêt, mais en revanche, ce qui a changé, c'est la nature de l'innovation. Voilà. L'innovation obéit à une équation différente. Donc, tout d'abord, on fait face à des coûts croissants. La recherche, qu'elle soit interne, externe, publique ou privée, est beaucoup plus complexe parce que les pathologies sont beaucoup plus complexes. Les pathologies les plus faciles à guérir ont déjà été guéries. Et aussi parce qu'un médicament innovant sur deux est un vieux médicament aujourd'hui, ce qui veut dire des médicaments qui ont pour substance active des cellules et des tissus vivants qui sont moins prévisibles par rapport à des médicaments de synthèse et plus difficiles à manier. Le résultat, c'est que le taux d'addiction est très élevé. Ça a été dit, et je vais le redire, sur 10 000 molécules criblées, 10 seulement atteindront le statut de médicament candidat et une seule sera commercialisée. Ensuite, l'industrie doit faire face à des régulations toujours plus strictes en vertu de l'application du principe de précaution et à des délais d'autorisation plus longs. Au final, le développement d'un médicament innovant coûte aujourd'hui en moyenne 4 milliards d'euros et son développement dure en moyenne 2 ans. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 ans, mais la moyenne c'est 2 ans. Donc, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est que ces nouveaux médicaments relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine de précision, parce qu'on comprend mieux aujourd'hui le fonctionnement d'un organisme. On arrive à faire des traitements qui soient adaptés à chaque type, voire à chaque sous-type de maladie. Donc la conséquence, c'est que plus un médicament est précis, plus il va s'adresser à un marché entre guillemets de population réduite. Donc l'équation coût-développement croissant et marché réduit conduit logiquement à des prix plus élevés. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que nos systèmes de santé seront capables d'absorber ces nouveaux médicaments? Je vous propose de regarder l'évolution des dépenses. J'ai pris la France parce que c'est un pays dans lequel l'accès à l'innovation est globalement très bon. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il n'y a pas eu d'explosion de la dépense de médicaments au cours des dernières années, alors que les prix des médicaments innovants entre 2003 et 2014 ont environ doublé. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a eu un effet mécanique, dans la mesure où l'ensemble de la dépense a augmenté à peu près en même proportion, la dépense de médicaments s'est un peu stabilisée.
Ensuite, parce que les médicaments innovants représentent une partie certes croissante, mais qui reste encore réduite de la demande de médicaments globales. Parce que les mécanismes de régulation des prix, dont on aura l'occasion de parler pendant le colloque, se sont jusqu'à présent révélés efficaces. Mais est-ce qu'ils le seront toujours demain? Au fond, le problème n'est pas tellement le prix unitaire d'un médicament, mais le taux de diffusion, c'est-à-dire le volume de médicaments innovants vendus sur le marché. On va passer à la table ronde. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'éléments qui ont été donnés par Jérôme Bouillet, et puis nos intervenants vont pouvoir aussi nous éclairer notre lanterne. Alors, la première table ronde s'intéresse à la question « Que valent les médicaments innovants ?» Je vais passer la parole aux uns et aux autres. Au fur et à mesure, je vous présenterai les intervenants pour que vous soyez, vous reteniez qui s'exprime. Voilà, donc vous allez avoir les noms qui sont affichés. Voilà, avec la petite télécommande magique. Alors, pour vous expliquer un peu la règle du jeu, chaque intervenant va s'exprimer 5 à 10 minutes sur un sujet que je vous annoncerai aussi. Et puis ensuite, vous êtes un public averti et j'imagine très curieux. Donc, je propose que assez rapidement, on vous donne la parole. Moi, j'ai une foultitude de questions, donc je serai très très heureuse de les poser, mais je pense que c'est quand même à vous la priorité. Donc si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, notez-les, et puis on aura des micros qui circuleront dans la salle pour prendre vos questions à la suite des propos préliminaires. Alors je vous présente à ma droite Pierre Bentata, vous êtes professeur d'économie, directeur du cabinet Rinzen et cofondateur du cercle de Belém dont a parlé Nicolas Bouzou. Vous allez nous parler de cette vaste question, la santé a-t-elle un prix? Merci Marie. Ça marche pas déjà. Merci Marie. Alors, est-ce que la santé a un prix? C'est une question qui en fait nous fait beaucoup plus penser à une question éthique, philosophique, ou à un sujet qu'on pourrait avoir à un examen pour l'administration nationale. Mais du coup, comme je ne peux pas vous répondre en tant que philosophe ou en tant que spécialiste de l'éthique, je vais essayer d'être très terre à terre et de vous parler uniquement en tant qu'économiste, donc vraiment au ras des pâquerettes, comme on fait souvent. Est-ce que la santé a un prix? Nous, ce qu'on sait en économie, c'est que pour qu'il y ait un prix, il faut qu'il y ait un besoin. Et il faut qu'il y ait un besoin à satisfaire, et puis de l'autre côté, il faut que le bien qui va satisfaire ce besoin, ce soit un bien qui, globalement, n'existe pas en quantité abondante dans la nature. Sinon, il n'y a pas de prix, tout le monde peut l'avoir. Donc finalement, ça nécessite un effort de production. Il faut un coût de production et un prix. Les deux sont vraiment fondamentalement liés. Alors dans le cas de la santé, le bien dont on parle, ce sont principalement les médicaments. Et du coup, se demander si la santé a un prix, c'est un peu se demander si les médicaments ont des coûts de production et quels coûts de production ils ont. Et là, sur ce domaine, il y a deux grandes caractéristiques qu'a l'industrie du médicament et qui n'existent pas ailleurs, qui ne sont pas aussi violemment ailleurs. La première, c'est le délai. C'est une industrie qui est une industrie du temps long. En fait, les cycles de développement, on l'a dit, je pense que ça a déjà été répété 2 fois, donc j'irai vite là-dessus, mais il faut globalement 12 ans entre le moment où une molécule est criblée et puis le moment où on va la commercialiser. Juste à titre de comparaison, l'aéronautique, mais on corrigera si je me trompe, il me semble que c'est entre 6 et 8 ans. C'est 22 mois pour l'alimentaire et c'est moins de 6 mois pour l'électroménager. Donc vous voyez vraiment qu'il y a ici un écart très grand. Et ça ne veut pas dire que c'est juste une vue de l'esprit, que c'est juste une caractéristique. Ça a un impact sur le financement. Si vous voulez attirer des gens qui vont financer, des investisseurs qui apportent des fonds, il va falloir les récompenser parce qu'ils immobilisent longtemps leurs capitaux. Et c'est d'autant plus vrai pour l'industrie pharmaceutique que 99% du financement, c'est du financement privé. Donc l'industrie est en concurrence avec l'ensemble des autres secteurs et il va bien falloir récompenser ceux qui veulent payer. C'est la première caractéristique. La seconde, on en a parlé, elle est liée au risque. Pour développer des médicaments innovants, eh bien, il faut de la recherche et du développement. Mais la recherche et le développement, ça a quelque chose de particulier, c'est qu'on ne connaît pas les résultats avant. Alors, à l'université, on le sait aussi, la plupart du temps, on cherche pour rien. C'est le cas. Ici aussi, c'est le même cas, vous avez déjà le chiffre. Sur 10 000 molécules qu'on va cribler, il n'y en a qu'une seule qui va finir par être commercialisée. Et donc, de la même manière, il va falloir aussi récompenser les individus et les investisseurs notamment qui sont prêts à prendre ce risque. En d'autres termes, c'est une industrie qui est, alors on va peut-être pas être content que je dise ça, mais c'est une industrie qui est caractérisée par l'échec. On a beaucoup d'échecs et peu de réussites. Et
Et ça veut dire qu'il va falloir récompenser très fortement les gens qui acceptent de prendre les risques, mais il va falloir aussi que les quelques succès qu'il y a, eh bien, ils permettent de récompenser, de rémunérer et de rentabiliser en fait la totalité de l'activité. Donc, récompenser l'activité quand c'est un succès, ça veut dire structurellement que c'est un secteur qui entre dans une logique de blockbuster. Quand on a un succès, il va falloir que ça rapporte beaucoup, parce que sinon on ne pourra pas récompenser les gens qui ont apporté des fonds, et du coup c'est la pérennité de tout le système qui est en danger. Et puis aujourd'hui, il y a une autre caractéristique qui est en train de naître. Cette autre caractéristique, je vais passer rapidement ici, on ne voit pas le chiffre, mais cette autre caractéristique, c'est que on entre dans une phase de l'entraînement croissant dans le secteur de la production